Donc, WebGL. Donc je me présente rapidement. Il faut que je clique, il faut que je clique. Je suis Nicolas Lelon. Je bosse dans le domaine de la 3D depuis une vingtaine d'années maintenant, sur différentes plateformes, différents langages, donc du C++, du Python et du JavaScript. Donc comme en ce moment je fais du WebGL, je trouvais ça plutôt rigolo de venir vous présenter ça. Je sais peut-être juste pour ma culture, qui parmi vous a déjà pratiqué du WebGL? Ok, bon, si vous aviez été une majorité, j'aurais peut-être revu mon truc. Donc l'idée c'est de faire un petit tour d'horizon partial, pas un tuto, parce que c'est un trop vaste sujet. Je me suis rendu compte de ça clairement en préparant la presse. Je me suis dit que ça allait être sympa et facile, et en fait j'ai galéré à faire le tri. Donc on ne couvrira pas tout, et je m'en excuse. Donc, si je me mets un petit chrono aussi, allez, hop, voilà. Donc, WebGL, ça fait quoi? Globalement, ça permet de communiquer avec le GPU, donc c'est intégré au navigateur et permet à JavaScript d'aller utiliser les ressources du GPU. Le GPU, donc c'est un processeur complémentaire au processeur principal. On le trouve depuis plusieurs années maintenant dans les mobiles et dans les desktops avant ça. Donc ça fonctionne avec sa mémoire dédiée la plupart du temps, et ça fonctionne de manière complètement asynchrone avec le CPU. Donc c'est un truc à garder à l'esprit quand on travaille avec du WebGL. C'est que finalement on a l'impression de demander un certain nombre de choses à la machine, mais elles s'exécuteront en général bien plus tard. Donc le GPU, globalement, l'idée c'est que sur le CPU, donc le processeur principal de la machine, on a souvent quelques corps, en général 8 ces temps-ci, un petit peu 16 demain. Sur le GPU, on a plutôt plusieurs centaines ou plusieurs milliers de corps qui fonctionnent dans un principe qui est assez différent de ceux du CPU, puisque là on est dans un fonctionnement où on a plusieurs milliers de threads qui exécutent de manière synchrone les mêmes instructions, mais sur des données différentes. Donc si une instruction c'est de faire une addition entre deux nombres, tous les corps vont faire des additions, c'est les nombres qui seront différents d'un corps à l'autre. Donc globalement, à quoi ça sert tout ça? En WebGL, en tout cas, on s'occupe d'une abstraction d'un GPU, pas d'un vrai GPU. Et le GPU qu'on a à notre disposition, il sait faire un truc, c'est afficher des triangles. Éventuellement des points et des lignes, mais ça c'est assez rarement. Donc finalement, il sait gérer que des triangles. Donc avec tout ça, nos petits triangles passent par différentes étapes qui sont décrites là. Il y a finalement deux étapes un peu clés. La première, c'est le vertex shader qu'on a ici, qui va s'occuper de tous les sommets de nos triangles, exécuter un programme sur tous les sommets pour donner leur position à l'écran et puis un ensemble de propriétés qui sont celles qui nous intéressent pour l'application. Ensuite, ça va construire les triangles en fonction de leur position, les rasteriser, donc ça c'est le petit mot pour dire trouver tous les pixels qui sont contenus dans chaque triangle, et ensuite exécuter un deuxième programme qui s'appelle le fragment shader, qui lui va donner la couleur finale de notre triangle à l'écran. Une fois qu'on a tout ça, ça s'en va dans un buffer mémoire qui est le frame buffer, le tout dernier, qui va contenir lui l'ensemble des triangles qui ont été affichés jusque-là et qui sont composés entre eux avec des règles qui sont un petit peu programmables, mais pas trop, de transparence et ce genre de choses. Dans ce processus-là, les programmes, les shaders en l'occurrence, ont accès à un ensemble de données. Là, c'est mentionné comme étant l'uniform state, donc ça peut être un ensemble de constantes qu'on passe en entrée ou des textures. Les textures, c'est on va dire la plus grosse source de données pour nos petits programmes qui affichent des triangles. L'idée générale, c'est qu'on a un ensemble d'images, donc encore une fois des couleurs, pour lesquelles on va pouvoir aller chercher des infos, en général avec des coordonnées dans ces images. Donc assez souvent, on va assigner des coordonnées au sommet des triangles pour aller chercher des trucs. Mais comme tout ça, c'est programmable, finalement, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc
Est-ce que c'est tout? On peut dire oui, si on parle d'une manière assez abstraite. On a le droit de gérer des triangles et on a des programmes. Et après, avec ça, on fait ce qu'on veut et où ce qu'on peut, en fonction des cas de figure. Mais du coup, voilà, pour cette histoire de parallélisme, il faut bien imaginer que pour chaque pixel de notre image finale, on a un programme entier qui peut s'exécuter. Le petit bonhomme que je vous montrais tout à l'heure, c'était un triangle qui couvrait tout l'écran, et pour chaque pixel, il y avait le programme qui calculait le bonhomme qui saute. Voilà. Donc c'était calculé juste, je sais pas, 2 millions de fois pour le même programme pour calculer l'image finale. Donc WebGL, on a vu un petit peu ces éléments-là. Maintenant, à quoi ça sert? Assez évidemment, ça sert à afficher des images 3D. C'était un peu le but premier. Donc, dans ce cas de figure-là, ça doit être un extrait de Google Earth ou quelque chose. Donc là, nos petits triangles modélisent le terrain avec l'élévation, et on a les textures qui sont les images de satellite qu'on va aller draper sur le terrain. Donc ça, on est un peu dans le domaine du jeu vidéo. Là, un petit clin d'œil pour des gens avec qui je travaille en ce moment, qui font des logiciels métiers, pour le coup, en 3D, de construction de maisons. Donc c'est des Nantais qui méritent d'être connus. Alors je leur fais un petit peu de pub en passant, parce qu'ils ne sont pas forcément trop présents dans les événements. Voilà, du coup, dans ces environnements-là, on peut pousser le concept 3D assez loin. Donc là, nos petits triangles servent à modéliser l'environnement, évidemment. Dans les textures, on va retrouver le motif du tapis ou des coussins, mais on peut aussi avoir d'autres infos qui sont, elles, calculées. Donc, en général, tout ce qui est information d'éclairage, ça va être des textures supplémentaires qui vont venir se superposer aux textures de motifs, etc. On fait aussi de l'affichage 2D assez couramment en WebGL, donc tout ce qui est carto vectoriel, maintenant c'est fait en WebGL depuis assez longtemps, donc Google Maps et consorts. Et puis du coup on peut faire de la data vis aussi assez fréquemment en WebGL pour afficher des données un petit peu massives avec des performances sympas de consultation. Ça se fait assez fréquemment. Là c'est un exemple d'un graphe, je pense avec plusieurs dizaines de milliers de nœuds et les liaisons entre elles, qui s'affichent de manière fluide. Après, est-ce que c'est intéressant à voir à cette échelle-là, et est-ce que ça nous apprend quelque chose? C'est une autre question. Mais en tout cas, c'est utilisé. Et puis le dernier usage, qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est que ça sert aussi à calculer des valeurs, pas que des couleurs et pas que des images. Donc là, c'est un petit extrait de la doc de TensorFlow, je crois, où, en utilisant WebGL, donc ils arrivent à avoir des calculs qui sont 700 fois plus rapides qu'en JavaScript pur. Donc TensorFlow, c'est la lib de Google qui est utilisée pour évaluer les réseaux de neurones qui sont entraînés en avance et qui s'exécutent dans le navigateur. Donc dans ce cas de figure-là, là on est dans l'usage créatif du triangle, parce que le triangle et le réseau de neurones, c'est assez éloigné. Donc en général, la mécanique, c'est un peu comme le petit bonhomme qui saute. On a un gros triangle qui couvre un carré et qui sert finalement pas à grand-chose, si ce n'est à exécuter un programme. Donc on a nos textures qui, elles, contiennent des valeurs qui sont des couleurs, mais finalement, on va s'intéresser à leurs valeurs numériques, du RGB. Du coup, en faisant quelques astuces comme ça, on arrive à faire passer des couleurs pour des nombres, faire des traitements dessus et les ressortir comme étant des couleurs, et ensuite les récupérer comme des nombres. C'est super tordu, il faut vraiment avoir un gros intérêt pour le faire, parce que là, c'est des choses qui demandent pas mal de technicité. Ça me paraissait intéressant de vous parler des origines de WebGL, parce que ça conditionne pas mal de choses. Donc l'histoire de WebGL commence dans les années 80 et 90. À cette époque-là, il y avait des stations graphiques, les premières, qui étaient toutes construites par des fabricants différents et qui avaient chacune une API différente. Il y avait IBM, Silicon Graphics, celui qui a un peu survécu le plus longtemps en termes de stations graphiques. Donc on voit le petit mot IrisGL, donc avec un petit GL qui vous donnera une indication de la suite. Donc, à cette époque-là, ils ont essayé d'unifier un petit peu les API de programmation graphique, et OpenGL 1 est né en 92 à l'initiative de la société qui s'appelait SGI, qui existe
peut-être encore, mais qui ne fait plus de graphisme, si elle existe encore. Donc OpenGL, c'est toujours une API multiplateforme. Là, je vous mets quelques mots-clés, c'est pas forcément... c'est juste, si vous croisez ça un jour dans une doc, il y a la notion d'ARB, qui a été l'organisme qui a fait évoluer pas mal de choses sur OpenGL. À partir de 2004, il y a eu la notion de programmation avec les shaders dont j'évoquais tout à l'heure. Et depuis 2006, tout ça, ça a été repris par un consortium qui s'appelle Chronos Group, qui fait évoluer la spécification d'OpenGL et aussi un tas d'autres choses, dont WebGL. Donc OpenGL, c'est vraiment une grosse artillerie. L'API est rétro-compatible depuis quasiment l'origine. Donc si on fait un programme aujourd'hui en utilisant la vieille API, on peut encore faire des trucs. Les vieux programmes tournent toujours dans les machines récentes. Donc évidemment, ça fonctionne sur Windows, sur Apple et sur Linux. Peut-être pas pour longtemps sur Apple, parce qu'ils sont un peu fâchés avec ça. Donc c'est très puissant, c'est très complexe et c'est très lourd. Donc du coup, ça est vraiment limité au monde du desktop avec les grosses cartes graphiques. De là est née à un moment une version pour l'embarquer, OpenGLES, donc Embedded Systems. Donc ça a commencé à prendre de manière intéressante en 2007 avec la version 2, qui a été beaucoup utilisée sur les mobiles iOS et Android. Et aujourd'hui, c'est encore la version d'OpenGLES qui est la plus répandue sur tous les smartphones à travers le monde, parce que tous les smartphones bas de gamme ou d'entrée de gamme, en tout cas, supportent ça bien, et tout ce qui est plus récent est réputé comme étant un truc qui ne marche pas. Donc, on est un peu coincé avec ça. Et finalement, WebGL, c'est un portage pour les navigateurs de OpenGLES 2 qui est sorti en 2007. Donc ça a été prototypé de 2007 à 2011 avec un gros accent sur la sécurité, à la fois pour éviter de planter le navigateur si on fait n'importe quoi, et puis l'autre aspect qui est pour éviter d'aller voler les données de l'onglet d'à côté ou de l'application d'à côté qui utiliserait la carte graphique, pour être sûr de bien gérer la mémoire et les transitions entre les pages et les applications. Donc en 2011, il y a eu la première spécification en version 1 qui est sortie. Et en 2014, il y a eu le support un peu généralisé dans tous les navigateurs sur toutes les plateformes. Ce qui s'applaudit encore aujourd'hui, puisque finalement, WebGL, aujourd'hui, c'est la seule manière multiplateforme vraiment de faire de la 3D en étant programmeur. Il n'y a que ça qui marche. Donc c'est plutôt cool. On est un peu limité, mais c'est plutôt cool. Voilà, un petit peu pour les origines. Donc WebGL, ça ressemble à quoi? Du code un petit peu, est-ce que je vous en montre? Le suspense, ouais, quand même un peu. L'initialisation de WebGL, ça se passe dans un canvas, le canvas habituel qui est utilisé pour faire du dessin vectoriel, des arcs, des courbes et tous les éléments que vous connaissez. Donc là, l'idée, c'est de transformer un canvas du DOM en un contexte WebGL avec un ensemble d'options qui peuvent être éventuellement dépendantes des navigateurs, mais la plupart du temps, c'est assez standard. Donc là, dans ce petit exemple, j'ai mis deux options qui sont des fois pratiques. La première, c'est l'alpha à true, donc c'est pour dire qu'on va vouloir conserver les informations de transparence pour chaque pixel de notre image calculée par WebGL, ce qui permet éventuellement de le rendre transparent et puis de faire apparaître des choses ou de composer avec ce qui est en dessous. Et puis l'autre, c'est le Preserve Drawing Buffer qui permet d'indiquer qu'on aura besoin de consulter en JavaScript le contenu qui a été calculé. Donc ça va nous permettre de récupérer les couleurs calculées pour en faire autre chose. Donc, moi, ça m'est arrivé fréquemment d'utiliser ça pour télécharger pour les encoder après et enregistrer ça en PNG, par exemple. Il y a un système de téléchargement. Et du coup, les gens de TensorFlow utilisent très probablement ça pour consulter les fausses couleurs calculées et les remettre d'équerre pour donner le résultat de leur calcul.
Donc une fois qu'on a fait cette initialisation, ça c'est pareil, je le mentionne parce que je ne sais pas si c'est très répandu dans le dev JS de tous les jours, c'est l'API qui permet de gérer des animations fluides en fait dans le navigateur. Donc c'est Request Animation Frame. Alors moi j'appelle ça une boucle d'affichage, mais c'est une déformation d'autres plateformes, parce que là il n'y a pas vraiment de notion de boucle, si ce n'est qu'on appelle Request Animation Frame. Un peu en continu, une fois pour initialiser, et puis une fois quand on a fini d'afficher, on redemande au navigateur de vouloir se réafficher la fois suivante. Donc là, l'idée, c'est qu'on a un callback qui est appelé à chaque rafraîchissement de l'écran, donc en général à 60 Hz ou plus selon les plateformes. Et donc du coup, dans ce callback, on affiche ce qu'on veut dans notre canvas, et après, ça sera affiché en général avec une image de retard, etc. etc. Donc là, un petit bout d'embryon de WebGL ici, où j'efface l'écran avec une couleur. Alors, on commence à voir un peu le mécanisme de l'API. C'est une API où il y a beaucoup d'états. Donc à un moment, il faut définir la couleur qu'on va utiliser pour effacer l'écran, et ensuite, on va dire, on efface l'écran. Donc voilà. Un petit bout d'affichage pour afficher un triangle. Alors, il y a le Draw Elements qui est ici, qui est lui le gars qui a vraiment demandé à afficher le triangle. Et avant d'afficher un triangle, eh ben, il faut mettre en place un ensemble d'états. Il y en a plein. Globalement, il va y avoir les états qui vont dire est-ce qu'on veut que le triangle soit transparent ou pas transparent, de quelle manière on veut qu'il soit transparent, le programme à mettre en place pour exécuter à chaque pixel et à chaque sommet, les entrées qui vont alimenter ce programme-là. Et puis, alors, les entrées, ça peut être des constantes, ça peut être des textures, et ça peut être la géométrie elle-même, les coordonnées, etc. Donc finalement, afficher un triangle, je ne peux pas vous le montrer sur un slide. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Donc là, c'est notre triangle de test. Il est tout seul. Donc on a les positions des sommets qui sont ici. Donc ça, c'est les coordonnées, on va dire 2D, XY. Là, il y a un bout de Z qui sert à rien. Donc on a X, Y, Z. Et puis les couleurs RGB pour chaque sommet. Donc ça sera, les couleurs seront interpolées, calculées pour remplir entre les sommets. Et puis on a le dernier élément là-bas qui est l'indexation pour dire que voilà, pour partager éventuellement les données entre plusieurs triangles. Dans notre cas, ça ne nous intéresse pas trop. Donc pour réussir à afficher ce triangle, il nous faut déclarer un programme que j'ai mentionné tout à l'heure avec deux shaders. Donc pour faire ça, on a un langage qui est dédié à WebGL qui s'appelle GLSL pour Shading Language. Donc c'est un langage qui est typé et qui est compilé. Donc déjà dans le monde du JavaScript, c'est un peu bizarre. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. La syntaxe générale, ça ressemble on va dire à du JavaScript un peu typé ou du C, où on retrouve plutôt peut-être du C. Donc on a des notions de mots-clés, attributes, varying, qui vont ici donner en fait les entrées du programme. Donc là on est sur le programme qui va s'exécuter sur tous les sommets du triangle. Donc on va avoir notre position et notre couleur. Et ensuite, en sortie de ce truc-là, on va avoir le truc qui est varying parce qu'il est interpolé pour remplir l'espace du triangle. Et donc on va sortir la couleur. Donc là, le programme, il est vraiment le plus bête possible. On va juste sortir la couleur à partir de ce qu'on a en entrée. Et on va indiquer par un mot-clé GL position que la position, c'est celle qu'on a reçue, et on ne s'occupe de rien de plus. Donc là, il faut imaginer qu'en général, il y a beaucoup de calculs pour faire des projections perspectives d'un environnement 3D, par exemple, ou des embryons d'éclairage, de maths pour gérer l'éclairage, ou un peu en fonction des sujets, ce qu'on a besoin de faire. Et du coup, le fragment de shader, ça ressemble un petit peu. On retrouve le varying. Ah oui, je n'ai pas parlé du vec3, donc ça c'est le type. Comme on disait tout à l'heure, il y a 3 composantes RGB, donc vec3. Et du coup, là, c'est lié avec le programme qu'on voyait avant.
le shader qu'on voyait avant, par le nom. Donc on a quelque chose qui s'appelle vcolor ici, il faut qu'il s'appelle vcolor de l'autre, sinon ça ne va pas bien se passer. Et puis là on utilise encore une fois un mot-clé, glFragColor, qui va indiquer qu'on veut sortir la couleur. Là en l'occurrence celle qui est bêtement rentrée, mais là c'est pareil, on peut être créatif et calculer notre couleur de la manière qui nous intéresse. Voilà en gros le langage. Donc il y a beaucoup, en dehors du typage, finalement c'est un langage qui offre des fonctions et puis pas mal de fonctions mathématiques qui sont intégrées dans une espèce de lib standard. Donc c'est très orienté maths comme langage. Donc je vous disais tout à l'heure que c'est compilé donc, dans le WebGL, donc dans les navigateurs, il y a un compilateur qui est intégré. Youhou. Donc globalement, quand on développe une application avec du WebGL, il faut embarquer le code source des programmes qu'on va exécuter. Et quand la page se charge et qu'on a initialisé notre canvas, on va aller compiler dans le canvas le code source qu'on a embarqué avec nous. Donc du coup, là, c'est un petit exemple où on donne le code source à compiler. Donc là, c'est vraiment un string. Ensuite, on le compile. On crée un node shader, on le compile. On attache les deux shaders ensemble pour faire un programme. Et on les link. Donc là, c'est la terminologie un peu C pour le coup. Et donc, toutes ces étapes-là vont nous donner notre truc exécutable qu'il faut garder bien précieusement jusqu'au moment où on voudra afficher un triangle. Évidemment, il ne faut pas oublier de faire des deletes de tous ces gens-là, parce que là, on est dans la gestion manuelle de la mémoire. Alors, si on ne fait pas les deletes, ça ne va pas bien se passer à moyen terme. Et évidemment, qui dit compilateur dit erreur de compilation, qui peuvent arriver soit plutôt pendant qu'on développe, heureusement, pas trop pendant qu'on exécute, mais ça peut arriver quand même. Donc il faut, pour gérer ça, consulter manuellement les erreurs, avec une API aussi, voilà, qui va donner des infos, des logs, dire si ça s'est bien passé. Et voilà, et du coup là, j'ai pris un petit bout de code où je jette des exceptions en disant j'ai eu une erreur. Mais si je fais ça bêtement, je crée des fuites de mémoire parce que je n'ai pas appelé mes delete shader avant de jeter mon exception. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs auxquels il faut faire attention, qui sont assez pénibles, il faut être habitué. Donc un petit mot sur les données. On voyait tout à l'heure les positions, les couleurs. Tout ça, ça atterrit dans des buffers qui sont des buffers bas niveau et c'est encodé dans des formats binaires qui sont les formats natifs de la plateforme. Donc tout ça, c'est manipulé par des typed arrays en JavaScript. Donc voilà, je ne sais pas trop dans quel genre d'autres API JavaScript c'est utilisé, sans doute pas, c'est pas très répandu. Donc en WebGL, on manipule souvent des uint16 arrays et des float32 arrays. Donc ça dit, les uint16 c'est unsigned int sur 16 bits, donc on met des entiers qui sont toujours positifs et qui sont inférieurs à 2 puissance 16. Et des floats 32, donc c'est sur 32 bits, donc voilà. C'est en général ce qu'on trouve le plus souvent. Les floats 64 par exemple en WebGL ça ne marchera pas, donc ça, on ne les utilise jamais. Donc toujours pareil, là, il faut penser à libérer sa mémoire parce que sinon ça plante assez rapidement là pour le coup. Donc nos petites données de tout à l'heure, je les ai remises là. Donc on a les positions, les couleurs et les index qui vont atterrir chacun dans un buffer. Donc un petit bout d'API de tout ça. Donc finalement, une fois qu'on a nos données brutes, les mettre dans des uint16 ou des float32 arrays, ça se passe assez bien. On peut mettre des valeurs qui sont recopiées de manière un peu automatique. Je pense qu'il probablement il doit y avoir de la gestion d'erreurs autour de ça. C'est que si on met des valeurs qui ne peuvent pas être encodées dans les buffers, on se fait taper sur les doigts. Et puis là, on a un bout d'API WebGL pour charger tout ça. Donc là, on crée un objet buffer avec le create buffer. Là, on le bind. Alors, toujours un peu cette mécanique d'état. C'est un peu comme l'histoire de clear color que je vous montrais tout à l'heure. Donc, avant d'aller mettre des données dans un buffer, il faut qu'on lui assigne un type et qu'on le mette dans un slot. Là, c'est le slot qui s'appelle array buffer. On va mettre notre identifiant dedans et ensuite, on va dire les données qui vont dans array buffer, c'est les positions. Et puis ensuite, on refait la même chose pour les couleurs.
Et puis pour les lecteurs attentifs, il y a un autre slot qui est utilisé après qui est Elementary Buffer. C'est qui est utilisé pour les index. Donc, comme je vous disais, il faut penser à libérer la mémoire, surtout si on essaie de faire une ESPA ou un truc comme ça. En général, c'est des trucs qui tournent longtemps, donc il faut déliter tout ce monde-là. Et là, on a juste initialisé les données. Ensuite, on va vouloir les mettre en place pour afficher notre triangle. Donc là, c'est là où ça commence à devenir verbeux et compliqué, à mon sens. Globalement, l'idée, c'est que pour mettre nos données en place, on a besoin d'aller consulter le programme qui a été compilé précédemment pour lui demander hey, tu avais un truc qui s'appelait InPosition, donne-moi son petit identifiant. Donc ça, c'est la première ligne. Une fois qu'on connaît ce petit identifiant, il faut qu'on bind notre buffer et qu'on aille dire ah, bah tiens, l'identifiant du programme machin, on va le lier avec le buffer qui contient les positions. Je vous épargne tous les paramètres de la fin, là, les false 00, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Et ensuite, on active ce buffer avec un GL enable, voilà. Et ainsi de suite pour tous les éléments d'entrée. Donc, c'est assez verbeux, il y a beaucoup d'appels à faire. Ça pose des problèmes de performance, parce que si on fait ça de manière naïve, c'est lent. Et puis, du coup, ça commence à poser après des problèmes de gestion d'état, parce que qui dit enable, qui dit disable à un moment, parce que tout est manuel. Donc, pour un triangle, on va vouloir faire un enable d'un ensemble de buffers, mais pour le triangle d'après, on va peut-être pas vouloir les mêmes, donc il va falloir être un peu malin pour savoir qui on doit activer, quand, etc. Sinon, soit on a des bugs, soit on a des performances pas terribles. Donc, avec tout ça, est-ce qu'on arrive à afficher un triangle? Eh bien non, toujours pas. Il y aurait encore plein d'autres trucs à faire que je ne vous montrerai pas parce que j'ai pas envie et puis c'est vraiment pas intéressant. Donc globalement, je m'arrête là pour l'API WebGL de base. L'API WebGL de base, pour moi, elle hérite des défauts de OpenGL, donc d'une API de 1992 qui était faite pour faire vraiment autre chose, parce que en fait, ce que je vous ai montré là, c'est la même chose que ce qu'on fait en OpenGL classique depuis des années. Donc finalement, c'est un portage en JavaScript de l'API native. Donc c'est complexe à développer, parce qu'il y a toute cette gestion d'état qu'il faut gérer aux petits oignons, parce que sinon on a des bugs, et quand on a des bugs, ben, c'est complexe à débugger, parce qu'en général, les erreurs sont silencieuses. C'est juste « Ah, mon triangle ne s'affiche pas. Ah, pourquoi? Il est où ?» Alors s'il y a quand même une fonction qui s'appelle glgetError, qui nous permet de savoir qu'on a mis un valid value, quelque part, depuis la dernière fois qu'on l'a appelé. C'est chouette. Je me suis amusé à essayer de refaire un triangle from scratch avant de venir pour savoir un peu de quoi je parlais. Et j'ai passé 1h30, je crois, à trouver que j'avais oublié un S dans un nom de constante qui était du coup devenu undefined et du coup qui donnait un valid value. Voilà, c'est pour vous dire que même quand on y est, c'est compliqué. Donc c'est pas JavaScript friendly, parce que du coup, effectivement, si on se trompe d'une seule lettre dans une constante, personne ne sera là pour nous engueuler, alors que en C, on a un compilateur qui va faire ça. Alors peut-être qu'en TypeScript, il y aurait des choses intéressantes. Mais, donc voilà, donc, ma conclusion sur l'API de WebGL de base, c'est l'utilisez pas, jamais. Jamais. C'est bien de savoir qu'elle existe, c'est bien de savoir comment elle fonctionne, mais il ne faut pas l'utiliser. Moi-même, je ne l'utilise pas. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, je vais me faire une encapsulation des wrappers, quelque chose, mais je ne peux pas utiliser ça tous les jours, c'est pas possible. Donc, il faut encapsuler ou faire une librairie, utiliser une librairie, mais voilà. Donc, juste quelques petits exemples. Il y a une lib qui s'appelle PicoGL, qui a plutôt bonne presse. Donc là, il y a le code à peu près complet pour afficher vraiment un triangle. Donc là, ouf, ça tient dans une page. Ça ressemble à du JavaScript qu'on manipule tous les jours, donc c'est plutôt cool. Donc là, on retrouve l'initialisation, la création des programmes qui prennent les sources. Ça fait une promise parce qu'éventuellement, il peut le faire en asynchrone pour que ça soit mieux. Il crée ses vertex buffer. Donc là, il donne toutes les données qui les décrivent au même endroit, alors que tout à l'heure, c'était dispatché à plusieurs endroits. Et puis, du coup, il se crée un petit lambda qui va faire le binding entre le programme, les données, etc. Et ce truc-là, on peut le réutiliser à tous les endroits qu'on veut. Donc, c'est pratique. Je ne sais pas si ça tient la charge pour faire des applications
industriel complexe et tout ça, mais en tout cas pour se faire la main, vaut mieux aller là-dedans et puis revoir la copie si les perfs ne suivent pas. Une autre lib qui est encore plus extrême dans la compression, c'est REGL. Donc là, c'est une approche quasiment fonctionnelle. Donc là, en fait, on se crée une fonction qui prend tout, en paramètre tous les attributs et les machins. REGL va gérer tous les changements d'état bas niveau de manière automagique. Donc là, c'est pareil. Quelle performance ça a en vrai, mais ça je ne saurais pas dire. Mais en tout cas, pour se faire la main, il vaut mieux passer par ce genre de choses que par du WebGL natif. Et évidemment, après, en fonction de ce qu'on veut faire, de l'objectif qu'on se donne avec l'utilisation de WebGL, il y a des librairies. Là, j'en cite deux qui sont les librairies leaders pour tout ce qui est rendu 3D. Donc il y a SriJS qui est développé initialement par un gars il y a très longtemps, mais du coup qui a une grosse communauté de centaines de contributeurs maintenant. Et puis Babylon.js qui est développé par des gens qui travaillent chez Microsoft. Je ne sais pas trop en termes de droits qui a les droits dessus, mais c'est très sponsorisé par Microsoft, c'est très sérieux. Ils utilisent ça beaucoup dans les applis HoloLens, par exemple, etc. Du coup, les deux sont très complètes, très puissants. Il y a beaucoup d'exemples de tutos et c'est vraiment super pour démarrer. Et les gens qui font Babylon.js sont français d'ailleurs. Ils étaient bordelais à l'origine ou parisiens pour la plupart et ils sont rendus aux États-Unis pour Babylon.js. Voilà. En complément de WebGL, il y a un écosystème, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le consortium Chronos qui fait pas mal de choses pour faciliter l'usage, on va dire, de la 3D. Donc ça inclut des choses autour des contenus à mettre dans la 3D. Donc il y a des formats de fichiers qui sont plutôt sympas et ça s'appelle GLTF pour GL Transmission Format. C'est basé sur du JSON et c'est plutôt bien supporté dans beaucoup d'outils 3D. Donc c'est des mots qui peuvent être sympas à avoir en tête si jamais vous commencez à regarder un peu les aspects 3D. Pour la gestion des textures, il y a quelque chose de fabuleux qui est en train de sortir qui s'appelle Basis. Parce que voilà, c'est des choses que je ne vais pas trop évoquer, mais utiliser des images JPEG pour faire des textures, c'est bien parce que c'est petit à télécharger, mais en vrai, les performances à l'affichage après dans le WebGL sont plutôt mauvaises en faisant comme ça, parce qu'il y a des formats d'images qui sont dédiés au GPU. Et traditionnellement, au WebGL, on n'y avait pas trop accès, parce que ça générait des gros temps de téléchargement. Et là, c'est des formats de texture qui sont un petit peu malins et qui font le poids du JPEG et qui se retrouvent efficaces dans le GPU. Donc ça, c'est en train d'émerger en ce moment. Et puis, il y a un working group intéressant aussi chez Chronos qui est sur le 3D commerce. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir des chaînes un peu continues entre les différents acteurs pour les données 3D. Donc là, ça peut être, par exemple, les gens de chez Ikea font beaucoup tout leur mobilier en 3D parce qu'ils l'utilisent dans leur catalogue pour faire les images. Donc du coup, comment on utilise les mêmes objets 3D, du catalogue print jusqu'au site web, et puis éventuellement jusqu'à des gens, des particuliers, ou des choses, des applis de réalité augmentée, etc. Donc ça, c'est pareil en train de se passer en ce moment, et tout ça s'appuie, les choses s'appuient les unes sur les autres. Et puis, du coup, d'autres API autour de la 3D dans les navigateurs. Je les cite rapidement. Donc il y a WebGL 2, le grand frère de WebGL 1. Voilà, ça fait des trucs sympas, mais ça ne marche pas ni chez Microsoft ni chez Apple. Donc en vrai, c'est pas très répandu. Ça permet surtout de faire des plus jolies images pour les applications 3D. Donc hormis ça, tous les gens qui font du calcul et tout ça, je pense qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Donc ça aide pas à pousser à l'adoption. Il y a un truc qui est en cours de développement ou de fabrication qui s'appelle WebGPU. Donc là, c'est proposé par Apple, un peu en opposition à WebGL 2. Donc là, l'idée, c'est... alors c'est loin d'être sorti, parce que c'est vraiment work in progress.
c'est de couper les ponts avec OpenGL et avec les années 90 et de faire une API un peu plus moderne. Donc là, ils s'inspirent de l'API Metal, qui est une API qu'ils ont développée spécifiquement pour iOS et sur OS X pour faire du rendu 3D. Donc là, c'est des choses qui sont plus faciles à utiliser quand on est développeur. Là, ce sera peut-être plus JavaScript friendly à voir. Et puis, ça introduit les compute shaders qui sont apparus il y a quelques années maintenant sur les GPU et dont on n'a pas accès en WebGL, donc qui permettent de faire des vrais calculs sans être obligé de les cacher derrière des triangles. C'est un peu plus pratique à utiliser. Voilà, et puis le petit dernier, c'est WebXR, qui sort aussi en ce moment, donc ça remplace WebVR. Et là, l'idée, c'est d'avoir accès aux périphériques de VR, donc les casques, etc. Et puis les périphériques de réalité augmentée, donc tout ce qui est HoloLens, ARCore et ARKit pour le côté mobile. Donc on va avoir des infos qui nous permettent de suivre le déplacement des téléphones, des tablettes, des casques, etc. Et puis avoir accès aussi aux différents instruments qui sont liés. Et puis il y a un émulateur aussi dans les navigateurs, je crois que c'est Firefox et Mozilla qui sont un peu en tête là-dessus. Donc c'est pratique aussi, parce que ça permet de développer sans forcément avoir le matos sous la main tout le temps. Et voilà, du coup, en résumé, je dirais que WebGL, c'est une plateforme puissante qu'il faut manipuler avec un langage dédié, donc il y a une grosse phase d'apprentissage quand même sur ce langage-là. L'API, elle est datée et destinée plutôt aux développeurs 3D qu'aux développeurs JavaScript pour le coup. Mais du coup, il y a des alternatives plus sympas à utiliser. Donc, si vous allez par là, allez plutôt sur les alternatives pour commencer. Et voilà, je suis au bout. Merci à vous de votre attention. Et donc, ouais, je ne sais pas si on a le temps ou pas. Et si jamais vous avez des questions ou des trucs. Voilà, vous me trouvez. Et voilà. Et puis du coup, juste pour pirater un truc, moi je me demandais s'il y avait des gens que ça pouvait intéresser, un meet-up ou des événements qui seraient un peu dédiés côté graphique. Donc moi, c'est des trucs qui pourraient me faire rigoler. Donc voilà, s'il y a des curieux pour discuter de ça, je suis preneur. Merci.